Ô héroïques soldats de France, défenseurs de la patrie et du droit glorieux libérateur de l'Alsace et de la Lorraine. 11 novembre 1918, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. Il est 11 heures. En ce 11 novembre 1918, les cloches de toute la France retentissent. Après 4 longues années de guerre, les combats cessent enfin. Mais qu'est-ce que cet armistice signifie réellement ? Pourquoi avoir choisi la clairière de Rotonde dans un wagon ? Pourquoi a-t-il fallu attendre 4 jours pour pouvoir signer l'armistice ? Derrière cette date se cache une histoire complexe, faite de sacrifices, de victoires et de défaites. Après 4 longues années de combats acharnés, de pertes incommensurables et de souffrances indicibles, la Première Guerre mondiale touchait à sa fin. L'épuisement des belligérants et la montée de la révolte à l'intérieur de l'Allemagne précipitèrent les événements. Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, dans un wagon-restaurant aménagé en salle de conférence, dans la clairière de Rotonde, dans la forêt de Compiègne, les représentants des Alliés et ceux de l'Allemagne signaient l'armistice. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter le temps, à l'automne 1918, pour comprendre comment l'Allemagne est venue à demander un armistice. En mai 1918, la dernière grande offensive allemande a mené le front jusqu'à la Marne et Compiègne. Pourtant, les armées alliées parviennent, sous le commandement du général Foch, à les repousser en 4 mois. Les fronts cèdent un à un en faveur des Alliés. Les Anglais repoussent les Turcs au Moyen-Orient, les Italiens, eux, les Austro-Hongrois, dont l'Empire se désagrège. Les militaires allemands, auxquels la défaite ne paraît pas encore inéluctable, cherchent à gagner du temps, en demandant dès fin septembre à l'empereur Guillaume II de proposer un armistice. Le 3 octobre 1918, l'empereur Guillaume II nomme chancelier le prince Max von Baden, dans l'espoir qu'il pourra obtenir des conditions de paix convenables pour les Allemands. Dès le 4, celui-ci demande la paix au président américain Wilson. Wilson lui fait alors savoir que c'est le Français, le maréchal Foch, qui aura à faire connaître les conditions de l'armistice, telles que les Alliés les ont prévues. Foch va chercher un endroit discret, caché aux yeux de tous, et pas trop loin de la ligne de front. Il va trouver la gare de la Rotonde, sauf que l'emplacement ne lui plaît pas. Il envoie des soldats pour chercher un autre lieu, et il tombe sur cette clairière. Le maréchal Foch charge ses services de trouver un endroit de négociation, éloigné de toutes habitations. Il veut que les pourparlers échappent à la curiosité et aux indiscrétions. Et il tient à éviter une humiliation supplémentaire aux Allemands, qu'il considère, lui, comme vaincus. Les représentants des réseaux ferrés, Est et Nord, se mettent, avec les militaires, à la recherche d'un tel lieu. Il a alors proposé le site de la petite gare de Rotonde, située environ à 600 mètres de la clairière actuelle. Mais la délégation de ce quartier général juge qu'elle n'est pas assez isolée. En quittant cette gare, à la recherche d'un autre site dans les environs, elle tombe sur 2 épis ferroviaires parallèles, espacés d'une centaine de mètres, et quittant la voie principale pour s'enfoncer dans la forêt de Compiègne. Ces voies annexes servent alors à l'acheminement des pièces d'artillerie lourdes, sur rail, pour le tir longue portée sur les lignes allemandes, situées à quelques dizaines de kilomètres de là, et ne figurent pas sur les cartes des réseaux ferrés civils. Le lieu est proposé à l'état-major et validé par Foch.
Le choix du lieu s'arrête donc sur un site en pleine forêt, situé sur le territoire de Compiègne, à proximité de la petite gare de Rotonde, lieu idéal pour recevoir les deux convois. Aussitôt, 2 trains spéciaux sont constitués pour convoyer et héberger les 2 délégations. Elle n'était pas exactement comme ça, c'était plus un sous-bois. Sous une pluie battante, le 7 novembre, le convoi allemand de 6 voitures quitte Spa. À bord, des plénipotentiaires allemands, dirigés par Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand. Ils partent de Spa pour négocier l'armistice. La délégation est composée de plusieurs personnalités, notamment le diplomate comte von Oberdorf, le général von Winterfeld, le capitaine de vaisseau Vancelow et d'autres membres militaires chargés d'une mission désespérée, signer l'armistice. Leur périple s'apparente à une course contre la montre à travers des paysages lunaires, dévastés par 4 années de guerre. Chaque kilomètre est une épreuve. Route éventrée, pont dynamité, embuscade possible. Les Allemands, plus habitués aux champs de bataille qu'aux négociations, ont même oublié l'essentiel, un drapeau blanc. C'est finalement une nappe blanche, empruntée à la hâte dans une ferme, qui servira de signe de paix. La délégation allemande se rend à la Villa Pasque, à la Capelle, pour préparer les négociations de l'armistice. L'armée française a reçu l'ordre de cesser le feu de 13h à minuit. C'est dans ce contexte que le caporal Pierre Sellier sonne le premier cessez-le-feu. Les 6 voitures de la délégation traversent la zone dévastée du nord de la France, avant de rejoindre la gare de Tergnier, où attend le train qui doit les emmener vers une destination qu'ils ignorent. Le train spécial les conduit ensuite vers un lieu de rencontre secret, une clairière de la forêt de Compiègne. Enfin, vers 6h du matin, le 8 novembre, le train de la délégation allemande s'immobilise en face de celui du maréchal Foch, qui attend depuis la veille au soir. Le train des plénipotentiaires allemands n'était pas exactement ici, en face du wagon de Foch, mais il était un petit peu plus loin, à 150 mètres, dans la forêt. À 9h du matin, la délégation allemande emprunte le petit chemin de Caillebotis qui a été aménagé entre les 2 voies. Les négociations sont menées dans la voiture salon 2419D. Et le 11 novembre 1918, entre 5h12 et 5h20 du matin, après une ultime séance débutée à 2h, l'armistice y est signé avec une mise en application sur le front fixée à 11h du matin le jour même. La convention d'armistice comporte 13 pages et elle a été tapée à la machine par Henri Deledic, secrétaire d'état-major. Entre les 8 et 11 novembre, peu de photographies des trains ont été prises, le maréchal Foch les ayant interdites. Seul un cheminot a réussi à prendre quelques photos volées. Il est 5h30 lorsque les délégués se séparent sans aucune poignée de main. Le train des plénipotentiaires allemands repart quasiment dans la foulée pour les ramener jusqu'à leur voiture. Foch autorisera une seule photo officielle à 7h ce matin-là. C'est celle-ci. Un oublié de l'histoire, Georges Labroche. La compagnie de Georges Labroche se replie à Fourmies, mais il faut un clairon pour parvenir à traverser les lignes allemandes et relayer le son du cessez-le-feu afin d'arrêter les combats. C'est là que commence l'aventure de Georges Labroche. À Fourmies se tient une compagnie du 19e chasseurs, à pied. Il faut un clairon. Vite, le temps presse. Il faut accompagner le convoi. Georges Labroche se place dans la première voiture. Le trajet sera mouvementé. Les tirs sont nombreux et les risques énormes. 4 ans que l'armée tire sur tout ce qui bouge. Georges Labroche souffle sans arrêt dans son clairon, agite de sa main gauche un drapeau blanc.
En traversant les lignes ennemies, il est le vrai clairon de l'armistice. Il est certain que, si cette mission avait échoué, la guerre aurait encore duré des jours, voire des mois, et des milliers d'hommes seraient tombés. Le retour sera, lui aussi, difficile. Dès sa descente de voiture, c'est un vrai triomphe. On lui arrache son drapeau blanc. Tout juste pourra-t-il en garder un lambeau qu'il conservera en relique en souvenir du grand jour. Ce qui le nave pourtant, c'est que rien d'officiel n'existe au sujet de son aventure. Pas la moindre citation. Comme Georges s'en étonnait, son commandant lui rétorque. « Mais mon petit, tu n'as été qu'en mission. » Georges était un homme simple. Il n'a jamais recherché les honneurs. Sans doute a-t-il éprouvé une certaine amertume que ce qu'il avait accompli n'était pas partagé. La délégation allemande arrive le 8 novembre au matin. Pourquoi il a fallu 3 jours pour pouvoir signer l'armistice? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En Allemagne, c'est le chaos. Les soldats veulent arrêter les combats. La révolution bolchevique gagne le pays, qui est au bord de la guerre civile. L'empereur Guillaume II s'exile à Spa, en Belgique. Et c'est dans ce contexte que la délégation allemande quitte Berlin par le train le 6 novembre pour rejoindre Spa, où est situé le haut commandement de l'armée allemande. La constitution définitive de cette délégation donne lieu à des discussions complexes. En effet, les militaires allemands refusent de mener les pourparlers. Ce serait reconnaître une défaite qu'ils ne veulent pas encore avouer. La délégation allemande sera donc finalement composée de 4 membres. Un politique, le secrétaire d'État Matthias Hesberger, qui en est à la tête. L'ambassadeur comte d'Oberdorf, le général von Winterfeld et le capitaine de vaisseau Van der Sloot, honnis par les chefs alliés, qui voient en lui le responsable de la Grande Guerre. L'empereur allemand Guillaume II se résigne à abdiquer le 9 novembre 1918. Le chancelier Maximilien de Bade se démet également et cède la direction du gouvernement au leader du Parti social-démocrate allemand, le PSD, Friedrich Herbert. Dans le même temps, et de sa propre initiative, Philipp Scheidemann, autre leader du PSD, proclame au balcon du Reichstag l'avènement de la République allemande. La République de Weimar est proclamée en ce même jour de l'abdication de l'empereur. Dans ces conditions, Foch ne sait pas si les plénipotentiaires allemands, avec les fluctuations du pouvoir en Allemagne, ont la délégation pour signer cet armistice. Il faudra attendre la confirmation de l'Allemagne le 10 novembre dans la soirée. L'armistice est signé pour 36 jours. Il va être renouvelé 3 fois par des conventions, jusqu'au moment où on va signer le traité de paix à Versailles, le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, au même endroit où on a signé la défaite de 1871. Donc tu vois, les soldats sont pas prêts de sortir de leurs tranchées le 12 novembre. Le site est aménagé en 1922 par l'architecte Marcel Magès, en collaboration avec l'écrivain et ancien combattant Binet Valmer, président de la Ligue des chefs de section, pour devenir le symbole de la victoire et de la paix. On représente les 2 emplacements des trains marqués par un gros rocher taillé posé entre les rails, avec l'inscription Maréchal Foch gravée sur le dessus. Au centre de la clairière, à mi-distance entre les 2 voies ferrées, est posée une dalle monumentale avec l'inscription rédigée par Binet Valmer, ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. Elle est faite en granit de Vire. C'est la même pierre que la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Le wagon, lui, numéroté 2419D, avait été mis en service en 1914 par la compagnie des wagons-lits. Affecté au maréchal Foch en 1918, la réquisition de la voiture
est levé en septembre 1919, puis restitué à la Compagnie internationale des wagons-lits, qui la transforme à nouveau en wagon-restaurant. La voiture est alors affectée au train du président de la République, Alexandre Millerand, et effectue un seul voyage à Verdun, le 8 décembre 1920. Elle est ensuite placée dans la cour d'honneur des Invalides le 27 avril 1921. Elle y reste 6 ans, jusqu'au 8 avril 1927. Ce wagon, qui avait été réaffecté brièvement à la gare de Paris-Saint-Lazare sur la ligne d'Évreux, c'est le gouvernement dirigé par Georges Clemenceau qui a demandé à la Compagnie internationale des wagons-lits de lui céder cette voiture pour l'exposer au musée de l'Armée aux Invalides à Paris. La compagnie décide d'en faire don à l'État et une convention est signée entre elle et le gouvernement le 1er octobre 1919. À la suite d'une demande récurrente du député-maire de Compiègne, Robert Fournier-Sarlovez, et au mécénat d'un Américain de Pasadena, Arthur Henry Fleming, le wagon est restauré et convoyé jusqu'à la clairière de Rotonde, où un bâtiment pour l'abriter a été spécialement construit. L'ensemble est inauguré le 11 novembre 1927, en présence du maréchal Foch et de tous les officiers alliés présents lors de la signature de l'armistice. Un général français dira qu'il fallait mettre un coup décisif, envahir l'Allemagne. Autrement, on va avoir une autre guerre dans 20 ans. Il s'est trompé d'une seule année. L'histoire aurait pu en rester là, mais l'armistice du 22 juin 1940, cette fois-ci demandé par la France à l'Allemagne, après la bataille de France, est signé par la volonté d'Hitler dans cette même voiture historique que l'on place exactement au même endroit qu'en 1918, montrant ainsi la revanche de Hitler envers la France. Selon lui, elle avait humilié l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Hitler se venge ainsi du diktat de Versailles. Et pour ce faire, le 20 juin, l'organisation Todt casse une partie du bâtiment qui abritait le wagon, pose des rails pour pouvoir déplacer la voiture et la replacer dans la clairière à une centaine de mètres de là, débarrassée de ses drapeaux alliés. Le monument où figure l'aigle allemand foudroyé est recouvert de drapeaux nazis. Le 21 juin 1940, Hitler, plusieurs hauts dignitaires allemands et l'interprète Schmidt montent dans la voiture pour le premier jour des négociations de l'armistice. Hitler n'assistant qu'à la lecture du préambule. L'armistice est signé le lendemain, le 22 juin, à 18h52, par le général Kettel, pour l'Allemagne, et le général Hunziger, chef de la délégation française. Hitler ne restera que 15 minutes juste pour savourer ce moment et voir l'humiliation. Après la signature de l'armistice de 1940, Hitler fait détruire ce site. Puis, sur ordre d'Hitler, le site de la clairière de Rotonde est arasé, les monuments démontés et la zone labourée et cultivée. Le wagon, lui, sera emmené en Allemagne après la signature de l'armistice et exposé à Berlin. Le wagon attire les foules avant d'être remisé sur une voie de garage de la gare de Berlin. En décembre 1944, alors que le vent a tourné pour les Allemands, Hitler décide de le transférer, cette fois-ci, à Krawinkel. Contrairement à une légende tenace soutenant que le leader nazi aurait ordonné sa destruction, le wagon est incendié lors du bombardement américain en avril 1945. Il ne restera plus que le châssis métallique qui va servir de fardier dans une usine de fabrication de matériel ferroviaire en ex-RDA pendant 3 décennies. Et il ne reste que ceci du wagon original. Alors,
on décide d'incorporer un nouveau wagon dans l'abri, reconstruit, avec un musée attenant. Ce sera de la même série que l'original, si ce n'est que celui-ci porte le numéro 2439D. À l'intérieur, par contre, ce sont bien les objets originaux de 1918, les chaises, les tables, les téléphones, tout ça sauvé par le conservateur en 1940. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important c'est les gens et les lieux que tu verras sur ta route. Allez, ciao!